Merci d'être fidèle à l'ORTM. Il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. Circulation routière, on en parle. Le port du casque obligatoire à partir du 1er janvier 2023 et d'ores et déjà, le ministre des Transports et des Infrastructures a donné le ton en offrant 600 casques à 2 départements. Les habitants de Dagaba dans la commune rurale de Ngabakoro n'auront plus à craindre les inondations bientôt et cela grâce à l'ONG humanitaire Qatar Charity qui va doter les villages de 66 logements sociaux. Les habitants du village seront délocalisés sur un autre site. Sport au menu, c'est vendredi du basketball et du football. Isaac Tchenou nous fera le point dans son résumé. Enfin, chronique du développement, il sera question du financement islamique. Rendez-vous donc avec Cosmo Laberté en fin de journal. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Le port du casque sera obligatoire à partir du 1er janvier 2023. Le ministre des Transports et des Infrastructures donne le top départ en offrant 600 casques à 2 ministères. Il s'agit des départements en charge de la sécurité et de celui de la défense afin que ceci puisse servir d'exemple pour les utilisateurs d'engins à 2 et 3 roues en Chata Koulibaly. Les cas d'accident de la circulation routière impliquant les engins à 2 roues inquiètent les autorités. 39% en 2009, ils passent à 71% en 2021. Les études nous montrent que seul le port du casque peut réduire les effets du choc sur la tête, d'où cette remise des casques de protection aux forces de défense et de sécurité. Damélie Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. La protection des usagers de la route en général et celle des utilisateurs d'engins motorisés en particulier sont une préoccupation du gouvernement. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Conseil des ministres du 24 août 2022, mon département a décidé d'appuyer symboliquement certains ministères en casque de protection, dont les vôtres, à titre de mesures d'accompagnement à l'incitation des porteurs d'uniformes relevant de vos départements au port des casques dans la circulation routière afin de servir d'exemple pour les autres utilisateurs d'engins à 2 et 3 roues motorisées. La récente évaluation du taux du port des casques de protection réalisée par la NASER fait état de 8%, un taux jugé insignifiant vu l'augmentation considérable des motos dans la circulation. Ousmane Bamaïga, directeur général de la NASER. Le gouvernement a décidé de faire d'abord une vaste campagne de sensibilisation et de procéder donc à l'application de la réglementation relative au port des casques à partir du 1er janvier 2023. Et pour cela, nous avons mené plusieurs actions sur le terrain. D'abord les campagnes médiatiques. En plus des campagnes donc de sensibilisation, on va commencer à partir du mois de décembre à faire des campagnes de contrôle routier sur certaines artères principales de Bamako, dans les villes de l'intérieur, dans toutes les régions d'ailleurs, pour inciter les gens au port de casque. Général de brigade Daoud Ould Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Les forces de sécurité sont chargées de faire respecter les mesures en termes de sécurité routière. Et donc c'est tout à fait normal aussi que nous soyons ceux qui donnent le bon exemple. Il faut le savoir, nous allons donner le bon exemple. Et à partir de ce moment, ça se fait déjà, mais nous allons renforcer les mesures dans le cadre de la protection, surtout des usagers de la route. Et ce message passera au niveau de toutes les forces de défense et de sécurité. D'autres départements vont bénéficier de ces mêmes dons dans les jours à venir afin de diminuer considérablement les risques de blessures graves à la tête. Bientôt la fin du calvaire pour les habitants du village de Dagaba qui sont régulièrement victimes d'inondations. Ils seront en effet délocalisés dans un autre site dans la commune rurale de Ngabakoro Droit dans le chef de Katim. Et cela grâce à l'ONG humanitaire Qatar Charity. Le village sera doté de 66 logements sociaux, d'une école de 6 salles de classe, d'une direction d'un centre de santé, d'un centre d'apprentissage coranique, d'une mosquée et d'une adduction d'eau potable. Et tout cela pour un coût d'environ
1 milliard de francs CFA. Le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo, a posé la première pierre du chantier, un chantier qui va durer un an. Reportage Wakar Sissoko. Offrir une maison à quelqu'un est un acte de foi et de solidarité de haute portée. C'est ce qu'entendent faire les membres d'une famille qatari pour la mémoire de leur regretté père Abdul Jalil Abdulghani Nasser, à travers l'ONG Qatar Charity, en construisant des logements sociaux pour les habitants du village de Dagaba. Les bénéficiaires se disent comblés du geste. Agali Abdoulaye Sissé, maire de la commune rurale de Ngabakoro-Droua. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'État de Qatar, sachez que la population de ma commune est fière de la coopération que votre État entretient avec le Mali. Les travaux visent donc la délocalisation du village de Dagaba sur un nouveau site dans la commune rurale de Ngabakoro-Droua. Dagaba est régulièrement victime d'inondations. Il est également menacé de déguerpissement suite à la construction d'un futur barrage. Saïd Zulgami, directeur du bureau Qatar Charity Mali. Nous devrions donc, à partir de ce jour, nous accrocher de toutes nos forces, que personne ne divise dans ce peloton remarquable à sa tête des autorités de Ngabakoro-Droua. Pour cela, j'invite aussi les bénéficiaires à une plus grande implication dans la réalisation de travaux. Au bout d'un an, le projet devra mettre à la disposition de la population 66 logements sociaux, dont 31 de type F2 et 33 de type F3, tous en tôle. Aussi, il est prévu la construction d'une école de 6 salles de classe avec une direction, une mosquée, un centre d'apprentissage du Saint-Coran, une adduction d'eau équipée d'un château de 20 mètres cubes. Ahmad Abdul Rahman, ambassadeur de l'État du Qatar au Mali. Depuis 2018, année de son installation au Mali, à nos jours, Qatar Charity a pu mobiliser plus de 30 milliards de francs CFA au Mali. Dans les domaines prioritaires de développement, il s'agit de l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement. L'investissement est estimé à près d'1 milliard de francs CFA. Il s'inscrit en droite ligne de la politique nationale de l'habitat du Mali. Colonel Lamine Kapori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. Comme on le dit, une première pierre est un acte symbolique, mais une première pierre n'est pas un acte anodin. J'exhorte l'entreprise adjudicatrice du marché de construction de ces logements à veiller au respect du délai contractuel et au recrutement des jeunes de la localité sur le chantier. La famille de feu Ben Nyangadou a offert gracieusement 2 hectares pour la construction de ces infrastructures structurantes. Koulikoro, Boubacar Sissoko et Salif Maïga pour leur thème. Le changement climatique et la pêche, quelle alternative? C'est le thème d'une conférence tenue à Mopti. La rencontre vise à informer et sensibiliser sur les différentes pratiques de pêche et les ressources halieutiques. Elle s'inscrit dans le cadre des activités du festival sur les Bani. Reportage Idrissa Keita. Plus de 400 participants, toutes ethnies confondues, échangent à Mopti à travers une conférence sur le changement climatique et la pêche. Quelle alternative? Bokari Guindo, directeur régional de la pêche de Mopti. Les productions vont de baisse en baisse, donc il faut que les gens se changent de stratégie de production de poissons, donc quitter l'eau pour revenir sur la terre ferme pour la promotion de la pisciculture. Nous sommes tributaires de la crue. Et les crues n'étant pas régulières, donc du coup ça joue sur les productions. Il y a l'orpaillage qui se produit dans le fleuve. Donc les effets, ce n'est pas seulement là où ça se passe, mais c'est à travers tout le long du cours d'eau. Au cours de la conférence, il a été question des bonnes pratiques de pêche à travers la loi 2014-062 déterminant les principes de gestion de la pêche et l'aquaculture, les liens entre le changement climatique et les ressources halieutiques, entre autres. Cette conférence, au dire des initiateurs, a permis de découvrir davantage les multiples facettes de la bonne gestion des ressources halieutiques. Mamadou Djenapo, président de l'association culturelle des Bozo, Somono et Maraka de Mopti, Kayama Tigansé.
Nous sommes des pêcheurs, donc nous devons faire attention à la mauvaise pratique de pêche. Certaines personnes utilisent les moustiquaires et les filets inadaptés à la pêche. Toutes ces pratiques doivent être abandonnées. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la 3e édition du Festival sur les bannis, un festival initié par l'association culturelle des Bozo, Somono et Maraka de Mopti. Mopti, Idrissa Keïta et Suleiman Tebsouké pour l'ORTM. ORTM, 13h passées de 11 minutes. Actualité internationale à présent, d'abord en Guinée, l'ancien président Alpha Condé et 187 personnalités de son régime sont visés par des poursuites judiciaires annoncées par les autorités de la transition. Ils sont accusés pour des faits présumés de corruption. Parmi les accusés, on retrouve l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, qui est en détention préventive, ainsi qu'une quarantaine d'anciens ministres d'Alpha Condé. Mohamed Djane, ancien ministre de la Défense sous Alpha Condé, et Amadou Damaro Camara, dernier président de l'Assemblée nationale guinéenne avant le renversement du pouvoir, figure eux aussi sur la liste. Alpha Condé, qui a dirigé la Guinée de 2010 à 2021, faisait l'objet de poursuites, notamment pour assassinat, actes de torture et enlèvement lors de la répression sanglante des manifestations contre son 3e mandat. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été auditionné hier par le juge d'instruction. Il est visé par une plainte pour viol déposée début 2021 par une employée d'un salon de massage. Le maire de Ziguinchor, qui a toujours dénoncé un complot politique, a été entendu pour la première fois sur le fond du dossier. Après 3 heures d'audition face au doyen des juges d'instruction, les avocats de l'opposant se sont dit confiant. Le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 a contesté les faits. Il a fourni toutes les preuves de son innocence selon ses avocats et il espère un non-lieu. Au Tchad, le Premier ministre Saleh Kebzabo a présenté hier son programme au Conseil national de transition. Il a été nommé octobre dernier après le dialogue national inclusif organisé par le président de la transition, le général Mamad Idriss Déby. C'est un programme qui a pour objectif de préparer le retour à l'ordre constitutionnel en 2024, fin 2024 donc. Sa mission est aussi de mettre en place la démobilisation et la réinsertion des mouvements rebelles ayant signé les accords de paix de Doha. Les non-signataires de cet accord et les mouvements politiques qui boycottent le processus de transition ne seront pas oubliés, a précisé Saleh Kebzabo. En Guinée équatoriale, la campagne pour la présidentielle du 20 novembre 2022 est ouverte depuis hier. 3 candidats sont en lice, dont 2 opposants face au président sortant Teodoro Obiang Nguema. Cela fait déjà 43 ans que ce dernier est au pouvoir. Il brigue un 6e mandat consécutif. En 2011, le président Obiang Nguema a levé l'âge plafond fixé à 75 ans par la constitution équato-guinéenne pour pouvoir gouverner. À 80 ans, sa candidature est alors légale. Il détient le record mondial de longévité à la tête d'un État pour un dirigeant contre un dirigeant encore vivant. Le chancelier allemand Olaf Scholz est aujourd'hui en Chine pour une visite officielle. Il a rencontré ce matin à Pékin le président chinois Xi Jinping, malgré les critiques en raison du contexte de défiance croissante de l'Occident face au régime chinois. Olaf Scholz est le premier dirigeant de l'Union européenne et du G7 à se rendre en Chine depuis le début de la pandémie du Covid-19. Une visite qui suscite des critiques de ses partenaires européens et américains, mais aussi dans son propre camp. Olaf Scholz a plaidé pour davantage de coopération avec la Chine, mais aussi des relations commerciales équitables. Dans la page sport de ce journal, c'est la question de 2 disciplines. La première, c'est le basketball. Les finales de la Coupe du Mali se joueront demain au Palais des Sports Salamatou Maïga. Et chez les dames, le stade malien de Bamako sera face à l'AS Police. En ce qui concerne les messieurs, l'AS Mandé
aura affaire au stade malien de Bamako. Le football, c'est aussi l'actualité ce vendredi avec les championnats nationaux de Ligue 1. Après plusieurs reports, la deuxième journée de Ligue 1 est finalement reprogrammée pour ce week-end. Voici le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chen. On commence par le championnat national de Ligue 1 de football. Après plusieurs reports, la deuxième journée du championnat national est finalement reprogrammée pour ce week-end. Déjà, demain samedi, le public sportif verra le duel des Olympiens entre Yélé et COB. Coup d'envoi 16h au Stade Modibo Keïta. Juste après, à 18h, l'AS Bakaridjan de Baraouli aura affaire à El Seba. Dimanche, il y aura aussi des affiches intéressantes. À 16h au Stade Modibo Keïta, l'ASCO recevra les locataires de Sotuba, le Samedi de Bamako. Un match à suivre sur la radio nationale et son réseau synchronisé. À 18h, les créateurs Nyarla défieront Black Star de Batalabougou. Sur la scène africaine, le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba, est arrivé en Algérie pour une visite de travail de 4 jours sur les sites et les installations qui accueilleront le championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2022, prévu du 13 janvier au 4 février 2023. Mosengo Omba fera donc le tour des SAD afin de s'assurer de leur état de préparation. Ce vendredi, il rencontrera le président de la Fédération algérienne de football ainsi que le ministre de la Jeunesse et des Sports. Le jour suivant, il se rendra à Oran pour une visite au stade olympique. Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, 18 équipes prennent part au tournoi final. Il s'agit de l'Algérie, du Maroc, de la Libye, du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Ghana, du Cameroun, du Congo, de la RD Congo, de l'Ouganda, du Soudan, de l'Éthiopie, du Mozambique, de l'Angola et de Madagascar. Les pays qualifiés ont été répartis en 5 groupes, 3 groupes de 4 et 2 groupes de 3. En Europe, l'UEFA a officialisé hier jeudi la création d'une Ligue des Nations féminines pour les sélections nationales. Le projet a pour objectif de multiplier les rencontres de haut niveau et éviter les matchs de qualification encore plus déséquilibrés chez les femmes que chez les hommes. Cette Ligue des Nations sera bâtie sur un modèle de celle des hommes sur 3 niveaux et un système de promotion-relégation. Les années olympiques, ce classement déterminera les qualifiés européens aux Jeux olympiques. La première édition de cette Ligue des Nations débutant en 2023. Les 3 qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris, avec déjà la France déjà qualifiée, seront déterminés de cette façon. Le classement en Ligue des Nations déterminant aussi la position des équipes nationales lors des qualifications pour l'Euro 2025 qui s'effectueront aussi par groupe de niveau. On termine par le basketball sur le plan national pour dire que les finales de la Coupe du Mali se joueront demain au Palais des Sports Salamatou Maïga. Chez les dames, le Salman de Bamako sera face à l'AS Police. Dans cette opposition, le Salman de Bamako a l'occasion de sauver sa saison en rapportant le trophée. Pour rappel, les Blancs de Bamako, qui avaient terminé premier en phase de groupe du championnat, ont été coiffés au poteau lors de la phase de Caradas et donc éliminés des playoffs. À l'opposé, l'AS Police championne du Mali de cette saison a l'occasion de réaliser le doublé Coupe Championnat. C'est donc une belle affiche en perspective. En ce qui concerne les hommes, l'AS Mandé aura affaire au Salman de Bamako. C'est le remake des playoffs du championnat national. Pour rappel, lors des playoffs, le Salman de Bamako avait reçu un 3-3 devant le Mandeka et remporté le titre de champion. Lors de cette finale de Coupe du Mali, l'AS Mandé sera-t-elle à mesure de prendre sa revanche et sauver sa saison ou le Salman de Bamako confirma-t-il? En tout cas, c'est la question qui reste posée. Le coup d'envoi est prévu pour 15h au Palais des Sports Salamatou Maïga. Des finales qui seront retransmises en direct sur la radio nationale et son réseau synchronisé. Chronique du développement. Dans la chronique du développement de ce vendredi, il sera question de financement, précisément de financement islamique et singulièrement dans le contexte actuel du Mali. Peu connue au Mali, la finance islamique peut pourtant s'avérer un moyen efficace de financement de l'économie nationale. Alors, quel est cet apport et quelles sont les conditions d'accès au financement islamique? Réponse dans ce journal avec Soumaïla Berté et Marc Damélé. Dans ce contexte de crise multidimensionnelle où le tissu économique est fortement ébranlé, le Mali a besoin de mobiliser plus de ressources financières, mobiliser des ressources à l'interne, mais aussi inciter des investisseurs étrangers à venir. Parmi ses partenaires extérieurs, il y a les institutions de finance islamique. Mais on est en droit de savoir en quoi la finance islamique peut-elle constituer un ballon d'oxygène pour l'économie nationale. Oumar Bouli est enseignant-chercheur et expert en finance islamique. Tout d'abord, la finance islamique peut augmenter les taux de bancarisation parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de compte bancaire pour vraiment des raisons religieuses.
Donc quand il y a les banques islamiques, ces gens qui ont des sous, surtout les grands commerçants, ils peuvent arriver vraiment à loger leurs fonds dans les banques islamiques. Donc ça va permettre aux banques vraiment d'avoir la liquidité nécessaire pour faire le financement. Aussi, il y a la question de diversification. Ça, c'est un volet. Deuxième volet aussi, la finance islamique, on a ce que nous appelons les soukouk. Dans la littérature de la finance islamique, parfois, on appelle ça les obligations islamiques. Dans les obligations islamiques, les investisseurs étrangers sont intéressés à ça. Aujourd'hui, ce que sur les pays golfes sont des pays très liquides qui sont intéressés à investir en Afrique parce que l'Afrique aujourd'hui, c'est le continent de l'avenir. Mais ces investisseurs ne peuvent pas venir investir parfois dans des outils qui ne sont pas conformes à Charia. Le Mali a fait l'émission des soukouk en 2018, c'était 150 milliards. Aujourd'hui, Mali a besoin vraiment de mobiliser plus de ressources, surtout avec la situation actuelle. Donc, quand il y a les soukouk, nous aurons des investisseurs des pays golfes qui seront intéressés vraiment à prendre part dans ces soukouk-là. Ça aussi, c'est un volet très intéressant. Il y a une enquête qui a été réalisée par le cabinet IFI en 2018 qui a montré qu'avec la finance islamique, on peut mobiliser sur le plan inter plus de 500 milliards. Donc, avec ces 500 milliards, c'est que vraiment, on peut faire beaucoup dans l'économie malienne. La procédure de levée des fonds au niveau de la finance islamique est conforme à celle des institutions financières conventionnelles. Toutefois, ici, il y a des obligations islamiques particulières qui s'appliquent à tout partenaire sans aucune autre considération. Les conditions, ce sont les conditions générales. Donc, tout d'abord, les secteurs de financement, est-ce que c'est un secteur conforme à l'islam? Ça, c'est vraiment la première condition. Supposons que quelqu'un a un projet, donc il faut analyser, est-ce que ce projet est conforme à Charia? Si le projet est conforme à Charia, il y aura aussi analyse des risques. Le risque est partagé, mais toujours, il y aura vraiment une petite analyse par rapport au projet, même si comment. Donc, les autres conditions, ce sont les conditions générales, avoir un compte bancaire dans une banque islamique ou dans une microfinance islamique, peut-être être de nationalité comme ça. Ou bien, il y a d'autres conditions qui sont vraiment de l'ordre général de toutes les institutions financières au Mali. Donc, la finance islamique, elle est ouverte. Tu es musulman, tu n'es pas musulman, tu peux avoir vraiment les financements islamiques. Pour notre expert, il n'y a aucun doute, la finance islamique est un moyen de financement de l'économie. C'est pourquoi il incite les autorités et ses concitoyens à s'y engager. Oumar Boli. Tout d'abord, les messages, ça c'est aux acteurs politiques, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, c'est à eux vraiment d'explorer cette finance-là. Il y a d'autres pays qui ont vraiment bénéficié de cette finance-là, qui ont pu financer des méga projets dans leur pays, les ponts, les écoles, les universités, les aéroports avec cette finance-là. Pourquoi nous aussi, avec cette majorité écrasante des musulmans, nous ne profitons pas de cette finance? Pour les lambda maliens, il est musulman, non musulman, donc il est bien de chercher les moyens de financement parmi lesquels aujourd'hui la finance islamique, qui est une finance éthique, qui est là vraiment, qui est rentable aussi. Donc d'aller voir ces institutions-là, même si elles ne sont pas beaucoup au Mali, parce qu'actuellement il y a des institutions financières islamiques au Mali. Mais avec tout ça, il faut aller voir quelles sont les conditions donc, pour que vous puissiez vraiment bénéficier de ces financements qui est vraiment éthique. Bien que gouvernée par la loi islamique, la finance islamique est une piste à explorer. Il reste à s'y conformer pour en faire un outil de développement. Prochain rendez-vous avec Soumaïla Berté vendredi prochain. Et c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba. Mise en onde, Bintou Traoré. La mise en ligne était assurée par le duo Sekou Traoré Soumana Angoiba. Réalisation Dossé Baba Djara, le tout coordonné par Brahma Traoré, l'infatigable. Merci donc de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité. 19h30, au revoir.